Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Communication et civilisation. Communication et civilisation, collection dirigée par Nicolas Pélissier. La collection Communication et civilisation, créée en septembre 1996, s'est donné un double objectif. D'une part, promouvoir des recherches originales menées sur l'information et la communication en France, en publiant notamment les travaux de jeunes chercheurs dont les découvertes gagnent à connaître une diffusion plus large. D'autre part, valoriser les études portant sur l'internationalisation de la communication et ses interactions avec les cultures locales. Information et communication sont ici envisagées dans leur acception la plus large, celle qui motive le statut d'interdiscipline des sciences qui les étudient. Que l'on se réfère à l'anthropologie, aux technosciences, à la philosophie ou à l'histoire, il s'agit de révéler la très grande diversité de l'approche communicationnelle des phénomènes humains. Cependant, ni l'information ni la communication ne doivent être envisagées comme des objets autonomes et autosuffisants. Dernière parution. Florine Garlot, Penser les solidarités internationales. Penser la communication solidaire, 2022. Smail Khainnar, La fabrique de la ville. Communication et design des politiques publiques urbaines, 2021. Stéphanie Lukasic, L'influence des leaders d'opinion, un modèle pour l'étude des usages et de la réception des réseaux sociaux numériques, 2021. Miaoshi, Les films de propagande sur la Seconde Guerre sino-japonaise sous Mao Tse-dong 1949 à 1966. La fabrication de l'histoire, 2021. Pascal Laborderie, Éducation populaire, laïcité et cinéma. Une médiation culturelle en mouvement, 2021. Mohamed Bernoussi, Communiquer le corps dans la culture marocaine, 2021. Camélia Kuznir, Nicolas Pélissier et Rémi Riffel dire Intellectuels et médias à l'ère numérique, 2021. Préface. Repenser les dynamiques de création artistique, Paul Ras. Au moment où s'engageait cette recherche, le dernier rapport mondial de l'UNESCO paru en 2018 a pour titre Repenser les politiques culturelles. Et cela devient urgent. En France plus qu'ailleurs sans doute, la culture légitime, celle des élites, continue de mobiliser l'essentiel des subventions publiques et de l'attention des grands médias dans un entre-soi qui perdure depuis l'Ancien Régime. Les statistiques officielles du ministère de la Culture confirment qu'en dépit d'une volonté plus emphatique de l'élargir à d'autres couches de population, les moyens restent dérisoires et manque la volonté de soutenir l'émergence de profonds mouvements de transformation de la culture, liés aux mutations radicales de la société. Nous continuons de fonctionner sur le modèle ancien de production d'une culture officielle par de grandes institutions prestigieuses, dotées de tous les moyens pour rayonner et permettre à un petit nombre d'artistes renommés et de courtisans affidés de bien en vivre. Au centre, un petit milieu académique est en charge de faire émerger, de coopter et de faire circuler les meilleurs, les prodiges, les plus grands talents issus de quelques grandes écoles prestigieuses et elles aussi amplement dotées. Cela convient parfaitement à la presse et aux grands médias centralisés, même si les pages ou les temps d'antenne consacrés à la culture vont en se réduisant. Les journalistes, les critiques d'art en ont pris l'habitude et n'ont guère le choix. Ils continuent de publier des reportages sur les réalisations les plus célèbres et de ressasser les mêmes, soucieux de ne pas manquer, eux aussi, d'interviewer les stars du moment, et de parler de ceux dont tout le monde parle déjà. Il est sans doute indispensable que ce système perdure, comme un gyroscope censé maintenir la stabilité de la production culturelle officielle, mais il faut aussi faire cesser la cécité des politiques et le mépris des élites artistiques ultra-subventionnées à l'attention du profond mouvement sous-jacent qui bouscule les cadres traditionnels de la culture. Ce mouvement est lié, d'une part, à la multiplication extraordinaire du nombre d'artistes qui souhaitent créer et intervenir sur la scène publique, et d'autre part, à l'émergence d'une société civile aspirant à intervenir dans la gouvernance de la culture comme le souligne le récent rapport de l'UNESCO évoqué plus haut. Nous commencerons par prendre la mesure de ce mouvement. Dans un second temps, pour mettre en perspective la puissance de son développement et essayer de l'analyser, nous nous efforcerons de le resituer rapidement dans un contexte de profonde disruption des formes de sociabilité et de travail,
engendrée par l'essor des technologies digitales. La société digitalisée, automatique, réticulaire, s'étend, devient le facteur planétaire d'une colossale désintégration sociale et de profonde transformation des conditions de travail. Enfin, nous développerons quelques pistes pour repenser les regards sur la culture et les politiques de soutien à la création. Nouvelle dynamique culturelle et créative. Commençons par nous arrêter sur l'ampleur du mouvement. Selon l'agence EY, les industries culturelles et créatives, prises au sens large du terme, représenteraient 3% du PIB mondial et généreraient 2 250 milliards de revenus et 29,5 millions d'emplois. En Europe, fin 2019, quelques mois avant la crise du Covid, 7,6 millions de personnes travaillaient dans ce domaine, en pleine croissance, puisqu'il a créé plus de 700 000 nouveaux emplois au cours des 7 dernières années, plus 10%. En France, le chiffre d'affaires des industries culturelles et créatives a progressé de 9% depuis 2009, 3 fois plus que pour la moyenne des autres actifs, plus 3%. Elles emploieraient 692 900 personnes, déclarant avoir leur emploi principal dans la culture, mais l'on peut encore multiplier ce nombre par 2, soit 1,3 million d'emplois, si l'on prend en considération l'ensemble des personnes ayant perçu un revenu direct d'une activité culturelle dans l'année, sans condition sur la durée minimale travaillée ni sur le montant des droits d'auteur. Il faudrait encore ajouter à ces chiffres toute une part de l'activité non officielle et non marchande, notamment liée au bénévolat, à l'échange de services, mais aussi aux réalisations artistiques, non rémunérées et non commercialisées, non prises en compte dans ces statistiques. Si l'on s'intéresse maintenant plus particulièrement à la branche du spectacle vivant, elle a dépassé pour la première fois en 2019 celle de la presse et du livre, avec 7,6 milliards d'euros, soit 15,4% de l'ensemble des productions culturelles. Entre 2013 et 2018, deux filières, la musique, plus 10,4% et le spectacle vivant, plus 13,9%, affichent une progression conséquente de leur chiffre d'affaires. Ces deux secteurs maillent l'ensemble du territoire et comptent un nombre important d'actifs exerçant des professions techniques, aux côtés des auteurs et des artistes. En 2018, 207 300 personnes avaient tiré un revenu de leur activité dans la filière musicale et 230 400 dans le secteur du spectacle vivant. Pour Laure Turner, la progression s'explique notamment par une nette hausse des dépenses des ménages pour les activités créatives, artistiques et de spectacle. L'essor du théâtre, de la danse, du cirque se fait sur la base d'une profonde transformation du secteur. À l'inverse, deux secteurs traditionnels, la presse et le livre, qui à la fin des années 1990 contribuaient le plus à la valeur ajoutée des branches culturelles, pour 30% du total, ne représentent plus en 2019 que 14,4% du PIB culturel, soit 7,1 milliards d'euros, dont 4,7 milliards pour la presse et 2,4 milliards pour le livre. Sont également en régression 5 des branches traditionnellement élevées comme la télévision qui a perdu 2% de son emploi entre 2013 et 2018, ou la publicité avec moins 3,7% 10. De plus en plus de personnes de tous âges aspirent à s'engager dans une carrière d'artiste. En 2018, on comptait 37 000 étudiants dans les écoles du ministère de la Culture, auxquels s'ajoutent 43 000 étudiants dans des écoles privées suivant un cycle de formation les préparant à exercer un métier de la culture. À cela, ajoutons les 150 000 étudiants suivant un parcours de formation dans la culture et la communication au sein des universités, et cela en dépit des difficultés et des risques que tous connaissent et que tout le monde leur rabâche inlassablement, car les métiers les plus créatifs ont pour caractéristique de réserver 80% des rétributions monétaires ou symboliques mises en circulation à 20% des individus. Ainsi l'INSEE qui les classait jusque-là dans les catégories sociales les plus aisées, celles des intellectuels supérieurs avec les professeurs d'université et les hauts fonctionnaires, les apparente désormais aux professions intermédiaires, en raison de la très forte dispersion des revenus, du taux élevé de sous-emploi et de leur pluriactivité, sans équivalent dans la catégorie des professions supérieures. Au total, 230 000 étudiants suivent une formation dans les domaines de la culture et de la communication. Si l'on estime que les études durent en moyenne 5 ans, on peut évaluer à 46 000 le nombre d'étudiants diplômés entrant chaque année sur le marché de l'emploi. Si on estime encore que ces personnes vont exercer une activité dans le domaine de la culture et de la communication pendant une quarantaine d'années,
Cela représente 1 840 000 personnes, qui travailleront à terme dans le monde de la culture. À cela, on peut encore ajouter tous ceux qui, après avoir eu une activité professionnelle dans un autre domaine, décident de se reconvertir et de se lancer dans une carrière artistique. Mise en relation avec les 692 900 personnes qui ont actuellement une activité professionnelle salariée dans le monde de la culture, ces chiffres sont inquiétants si on les pose du simple point de vue de l'emploi disponible, car le nombre de diplômés est 2,5 fois supérieur au nombre d'emplois disponibles par renouvellement. Ainsi, la majorité des artistes ne vivent pas de leur création et sont obligés de conjuguer leurs activités artistiques avec de petits boulots alimentaires, à temps partiel ou saisonniers, le plus souvent précaires et mal payés. Cela peut paraître inquiétant au regard des perspectives d'emploi, si on les considère à l'aune des emplois salariés traditionnels. Mais ne faut-il pas au contraire y voir une richesse pour la société tout entière, le signe d'une dynamique à l'œuvre pour sa transformation, d'un enthousiasme de sa jeunesse pour s'engager dans des activités créatives, de réalisation et d'expression personnelle autant que collective, qui la renouvelle et la réinvente en permanence pour la maintenir à l'avant-garde des mutations du monde. La capacité d'innovation des entreprises, et plus généralement des organisations, dépend de l'écosystème dans lequel elles se développent et des liens qu'elles entretiennent avec ce dernier. Dans ce contexte, afin de garder leur avance, de créer, d'inventer, d'identifier et ou de susciter de nouveaux usages, des modes et des tendances, il faut que la cité qu'elles habitent, où elles sont implantées, puisse être vecteur d'émulation, d'innovation, qu'elles s'approprient les innovations et les utilisent pour se réinventer de façon permanente, pour relever les défis des Smart Cities. La dynamique de la nouvelle économie culturelle et créative dépend de clusters d'acteurs individuels ou collectifs, micro-entreprises, associations, coopératives, réseaux informels, dispersés, mais connectés entre eux, au territoire et au monde, multipliant les projets avec des statuts les plus diversifiés, leur permettant de conjuguer des activités marchandes et non marchandes pour des productions strictement culturelles ou associant des dimensions esthétiques et utilitaires. Autrement dit, là aussi, tout porte à penser que le statut d'artiste, exerçant un métier à temps plein, lui permettant à minima de gagner sa vie, est à reconsidérer à l'aune des profondes transformations qui affectent l'univers professionnel. Repenser le travail. Comme le pressentait David Rifkin à la fin du siècle dernier, et comme il le confirme 20 ans plus tard avec d'autres chercheurs, la plupart des emplois actuellement disponibles auront disparu dans les prochaines décennies. L'Internet de la communication, l'Internet de l'énergie et l'Internet de la logistique vont effectuer une grande partie de l'activité économique de la civilisation avec un petit personnel de surveillants et des professionnels très qualifiés. L'automatisation dite cognitive, intelligente, en tout cas de plus en plus autonome et sophistiquée, progresse dans des créneaux où il était jusque-là impossible de mécaniser le travail qualifié. Bernard Stiegler est plus radical encore. Le travail même le plus qualifié, quand il n'est pas frappé d'obsolescence, tend à se prolétariser, c'est-à-dire à perdre progressivement sa part de créativité et d'autonomie, soumis qu'il est à des systèmes de contrôle de plus en plus étendus et efficaces pour des conditions globales de salaire qui vont en diminuant. Le seul domaine où l'emploi va sans doute demeurer et se développer de manière significative est celui du service à la personne, notamment là où les formes d'organisation collective, de solidarité, d'autoproduction non marchande antérieure sont en train de disparaître, sous les coups de boutoir de l'individualisme et de l'atomisation des relations sociales. Et cela se fera sous forme d'auto-entrepreneuriat précaire, rationalisé et contrôlé par des plateformes électroniques plus ou moins encadrées par la législation. La compétition capitalistique, à l'œuvre depuis les origines de l'industrialisation, conduit inéluctablement à la dégradation des conditions de travail. Ce mouvement profond, violent, n'a jamais été freiné que par la conjonction des luttes sociales et parfois d'un patronat éclairé ayant conduit à développer une législation imposant un minimum de sécurité et de salaire aux employés. Les nouvelles technologies digitales ont redonné un souffle puissant aux forces néolibérales, en permettant d'atomiser les collectifs de travail et les formes de résistance syndicales antérieures, tandis que la mondialisation des marchés renforçait la compétition comme jamais. Il est probable que les conditions de travail continueront de s'intensifier et de se dégrader,
que les pressions exercées sur l'employabilité des travailleurs rejetteront inéluctablement tous ceux qui n'ont pas les capacités de s'y soumettre, et tous ceux qu'elles auront épuisés prématurément. Globalement, la répartition du travail salarié au cours de l'existence est en train d'évoluer. Ce ne sera sans doute pas une baisse équitable et collective du temps de travail hebdomadaire, mais plutôt une redistribution des tâches. L'atomisation, l'uniformisation, la géolocalisation, les caméras permettent un contrôle et une évaluation de plus en plus efficace de la productivité de chacun. Il est évident que pour tout, les conditions de travail seront de plus en plus rationalisées, intenses et de moins en moins épanouissantes, à la mesure des possibilités offertes par les nouvelles technologies ergonomiques pour le contrôler. Le salariat sera probablement aussi de moins en moins rémunérateur, même pour les travailleurs qualifiés comme les ingénieurs qui, jusque-là, avaient contribué à la mise en place des nouveaux processus d'intensification et de simplification des tâches, à l'œuvre depuis le XIXe siècle. Aussi l'emploi sera sans doute distribué de façon radicalement différente. Certains en seront exclus directement ou n'y accéderont que de façon très intermittente, faute de diplôme, de savoir-être ou de leur capacité à se soumettre aux nouvelles règles de travail. D'autres en seront rejetés de plus en plus précocement, en burn-out, épuisés, incapables d'assumer plus longtemps les nouvelles conditions de travail. Pour tous, le travail salarié se concentre sur une partie de plus en plus réduite de l'existence. Outre l'augmentation des périodes de chômage ou de reconversion liées à la précarisation des emplois et à l'obsolescence de plus en plus rapide des savoir-faire, on entre plus tard sur le marché du travail en raison de l'allongement de la durée des études et on en est exclu plus tôt, remplacé par des salariés plus jeunes, plus maniables et mieux adaptés aux nouvelles contingences. Et même si l'âge de départ à la retraite recule, la partie de notre existence consacrée à l'activité professionnelle régresse relativement à l'allongement de la durée de vie. Bref, le travail salarié comme on le connaît encore aujourd'hui, contribuera de moins en moins à nous occuper et à donner du sens à notre existence. Déjà, les industries culturelles, la publicité, les mass-médias et la culture de masse s'organisent, fourbissent leurs armes pour s'accaparer ce temps hors travail et en faire un temps de consommation passive. À l'opposé, on voit aussi se développer des formes d'activités non salariales, gratuites ou partiellement rémunérées, individuelles ou collectives faisant l'objet d'un investissement symbolique et affectif fort. Dans les années 50, George Friedman se posait déjà la question. Il avait envisagé que, face à l'appauvrissement du travail, les salariés développeraient ce qu'il appelait des activités de loisirs compensatoires, de jardinage ou de bricolage, censées leur offrir un exutoire. Par la suite, les statistiques lui avaient plutôt donné tort. Elles montraient que les ouvriers les moins qualifiés, qui avaient le travail le plus difficile, fatigant et abrutissant, n'avaient pas la force de se consacrer à des activités créatives et imaginatives pendant le peu de temps libre qui leur restait, alors que les salariés les plus qualifiés, les cadres notamment dont le travail était plus riche, avaient des activités de loisirs les plus actives et les plus diversifiées. Mais alors que ferons-nous de ce temps libéré ? Sera-t-il seulement comme s'en inquiète Stigler ? Marcuse en avait eu l'intuition dans les années 60 quand il dénonçait le rôle analgésique de la télévision et du cinéma. Depuis, les dispositifs se sont multipliés, toujours plus sophistiqués et réalistes, toujours plus accessibles, toujours moins chers, offrant comme jamais des possibilités d'évasion et d'exaltation des existences. Les programmes sont là, disponibles à foison. Leurs coûts de production, même les plus extravagants, répartis sur la masse des consommateurs les rendent accessibles à tous à des tarifs infinitésimaux. Ils sont offerts au repos du guerrier après des journées de travail à flux tendu toujours plus harassantes pour ceux qui ont un emploi et comme exutoire pour les autres, analgésiques pour tous, car ils calment la douleur que provoque forcément la conscience confuse de nos existences perdues, ou en tout cas bien en deçà de ce qu'elles pourraient être, compte tenu l'état de développement des technologies et des moyens de communication. Pour nous résumer, aujourd'hui, une masse croissante de personnes sont ou seront dans l'incapacité d'accéder aux exigences des conditions de travail, mais une part aussi refuse ou refusera consciemment de s'y soumettre. D'autres encore s'efforceront de s'y investir un temps, à temps partiel ou comme saisonnier, ou bien encore le temps de mettre de côté quelques économies avant de passer à autre chose, plus épanouissant correspondant davantage à leurs aspirations existentielles.
Autrement dit, parce qu'elles ne peuvent pas, et ou qu'elles ne veulent pas, de plus en plus de personnes s'engagent dans une activité non salariale ou extra-salariale qu'elles choisissent parce qu'elle les passionne, qu'elle leur permet d'exprimer leur talent et qu'elle donne du sens à leur existence. Certains choisissent l'engagement militant dans des ONG ou des mouvements politiques, d'autres le sport, les voyages, l'artisanat, le jardinage ou l'agriculture biologique, et d'autres encore choisissent de développer des activités créatives et artistiques. Un mot émerge pour les désigner, celui de slasher, la barre oblique, disposée entre leurs différentes activités leur permet de désigner les différents aspects de leur métier hybride. De plus en plus nombreux, les slashers développent des trajectoires multiples, parallèles et simultanées, empilant les métiers et les statuts. Bien qu'il soit difficile à identifier en raison de l'hybridité des différents statuts qu'ils peuvent occuper, en France, l'INSEE estime le nombre slasher à 1,5 million. Pour la plupart, ils souhaiteraient pouvoir se consacrer entièrement à la pratique de leur passion, et ne désespèrent pas d'y parvenir un jour, mais ils doivent la conjuguer avec de multiples autres activités dites alimentaires qui pour le moins peuvent s'enrichir les unes des autres. Changer de point de vue. Pendant les 30 Glorieuses, une bataille difficile a été menée pour salarier tous ceux qui exerçaient jusque-là des activités à titre bénévole dans le social et la culture. La professionnalisation, sur la base d'une qualification reconnue, attestée par un diplôme, permettait d'accéder à tous les droits qui accompagnent le statut de salarié. Le modèle était dominant. Les domaines de l'assistance sociale, du socio-éducatif, de la culture se sont professionnalisés aux dépens des amateurs, des associations de bénévoles et des institutions religieuses qui les assumaient jusque-là. Dans le monde de la culture, ce processus a surtout concerné les cadres et les employés administratifs d'organisations culturelles, plus rarement les artistes, à l'exception peut-être des musiciens qui pouvaient espérer se faire embaucher dans les orchestres philharmoniques de grandes villes ou encore les metteurs en scène et les acteurs des quelques compagnies de théâtre ou de danse conventionnées, salariés de grandes institutions nationales. Si pour l'essentiel, le domaine des arts vivants y échappait, le statut d'intermittent a permis aux artistes et aux techniciens d'accéder à bon nombre de droits réservés aux salariés. Le souffle néolibéral a remis en question la tendance à la salarisation des travailleurs au profit de l'empowerment, en raison du désengagement de l'État mais aussi de la progression considérable du nombre de prétendants, formés et diplômés prêts à engager une carrière d'artiste envers et contre tout. La crise du Covid aura au moins eu pour mérite de mettre en évidence l'importance incontournable du rôle de l'État dans son soutien au secteur d'activité et aux personnes les plus fragiles dont font partie la santé, l'éducation et la culture. Un mouvement de fond serait en cours pour lui redonner les moyens d'intervenir en freinant la compétition mondiale entre les États, à commencer par la taxation des multinationales et notamment des géants du web. Revenons au postulat de départ. Changer de point de vue, cesser de se congratuler pour les réussites exceptionnelles et de quelques prodiges, mais s'attacher à recenser, analyser, mettre en récit, en réseau et en visibilité la multitude des micro-initiatives artistiques et culturelles. Entreprises, associations, ONG, collectifs d'artistes et de médiateurs, qui ensemble, font la dynamique du tissu urbain de villes phares comme des territoires éloignés des métropoles. L'excellence, si ce mot détestable peut avoir un sens dans ce projet, ne se résume pas aux prouesses de quelques vedettes dont on a bien souvent du mal à prendre la mesure de ce qui les distingue de la masse des autres artistes, si ce n'est qu'ils sont effectivement adoubés par les grandes institutions académiques et la presse traditionnelle, mais aussi qu'ils disposent de tous les moyens nécessaires, et pour certains sans doute de trop de moyens, aux dépens de la multitude des autres. L'excellence, dans un monde atomisé dont les particules sont liées entre elles et fonctionnent en réseau, consiste à prendre la mesure de l'ensemble pour mettre en évidence les mouvements profonds qui transforment la société, à soutenir la diversité et la multitude des artistes émergents ou confirmés, pour le meilleur de ce qu'ils portent en eux. Les politiques publiques doivent s'efforcer non pas d'en financer quelques-uns mais de les soutenir tous. Encourageons les collectivités publiques à les engager ne serait-ce que sur des contrats partiels, le temps de mener leurs projets, avant qu'ils ne puissent contribuer à d'autres. Développons les structures qui les accueillent comme par exemple les tiers-lieux, mais aussi toutes sortes de microstructures susceptibles de les recevoir en résidence, de soutenir leur production, de les aider à exposer ou présenter leur travail devant un public,
les petits théâtres de proximité, les petites salles de concert et autres lieux de diffusion. Repenser le soutien à la création. Dans les périodes fastes, les politiques pouvaient encore aider la création émergente, les jeunes talents, et ils n'étaient pas si nombreux, si bien que les artistes en marge du dispositif institutionnel pouvaient encore espérer l'intégrer, gagner le sein des saints, la reconnaissance et les émoluments qui vont avec. Dans une période où l'État, pressé par les exigences du néolibéralisme, a de moins en moins les moyens de ses ambitions, il ne peut plus multiplier les grandes institutions comme il pouvait le faire durant les 30 Glorieuses. Dès lors, comment faire face à l'ampleur du mouvement culturel dont témoigne le nombre d'étudiants aspirant à travailler dans le monde de la culture et de la création? Peut-il soutenir la multiplication insensée des prétendants et des projets? L'État peut renforcer les dispositifs sophistiqués de sélection des meilleurs pour désigner les lauréats des quelques places encore ouvertes chaque année dans les institutions. Il peut le justifier au nom de la promotion républicaine de l'excellence. Mais ce modèle n'est acceptable que dans la mesure où le nombre de places disponibles au regard du nombre de prétendants reste dans des proportions raisonnables, car plus ce rapport décline et plus le système de sélection paraît injuste, surtout dans le monde de la culture où les critères de jugement sont particulièrement difficiles à élaborer et à justifier, ce qui, dans les apparences, n'est pas le cas du sport. Alors, renvoyer l'immense majorité des prétendants à l'inexistence, n'est-ce pas se passer du potentiel de création et d'innovation qu'ils représentent ensemble? De l'immense travail qu'ils peuvent accomplir au sein de la société pour contribuer à sa transformation et améliorer la qualité de vie de tous? L'ancien dispositif de financement de la culture risque de se révéler de moins en moins tolérable. Les États vont devoir revoir et transformer leur logiciel, comme le préconise le projet ambitieux de l'UNESCO de repenser les politiques de soutien à la création. Une seconde voie pour financer la culture et la création artistique a été amplement explorée et développée par les industries culturelles, notamment dans les pays anglo-saxons. Elle puise ses racines dans les fêtes populaires, les chants de foire, la création saltimbanque, péripathétique, des troupes ambulantes, le théâtre de boulevard, des formes d'expression culturelle que l'Ancien Régime et les académies s'étaient efforcés de faire interdire à défaut de les contrôler. Les industries culturelles entertainment se développent en même temps que la société de consommation de masse, en utilisant les progrès technologiques, pour produire et commercialiser des créations mainstream, bon marché et suffisamment séduisantes pour être achetées par le plus grand nombre. À l'origine, elles étaient l'exutoire du peuple laborieux autorisé à renverser le pouvoir institué le temps d'une fête carnavalesque. Elles se sont industrialisées pour offrir des compensations sucrées, faciles, passives, bon marché, mais lucratives, pour le délassement du prolétariat salarié, dépossédé de la maîtrise de ses conditions d'existence, ainsi qu'Hogarth l'a brillamment décrit à ses prémices. Avec la digitalisation des supports culturels et les réseaux connectés à grande vitesse, les industries culturelles deviennent un tsunami, emportant tout sur son passage. De puissantes multinationales, toujours plus puissantes, conçues pour réaliser et distribuer des productions toujours plus fantastiques, mobilisent tous les moyens et toute l'attention du public. Paradoxalement, les technologies digitales permettent aussi l'émergence d'une myriade de petites initiatives créatives, dont témoigne la multiplication des processus de micro-édition, de micro-théâtre, de courts-métrages, de publications sur YouTube, de crowdfunding. On peut y ajouter la multiplication des initiatives relevées par Boltanski et Esker à la frontière du marchand et du non-marchand, les formules B&B dans les lieux patrimoniaux, la diversité des formes d'hébergement et de restauration à l'occasion de festivals, la valorisation des produits du terroir, la commercialisation de fabrications artisanales patrimonialisées, parfois fabriquées industriellement ailleurs, mais vendues par des autochtones qui en racontent l'histoire. Jusque vers la fin XXe siècle, ces deux registres de la culture étaient relativement distincts. Ils avaient chacun leur logique politico-sociale, leur économie et leur dynamique propre. Depuis 1968, les lignes de démarcation ont évolué, elles deviennent progressivement plus poreuses. Les cultures populaires ont quasiment disparu, elles demeurent éventuellement à l'état de folklore ou de produits du terroir fabriqués de façon artisanale ou semi-industrielle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.